on passe aux questions que Gilles aimerait poser à Thierry Magnin. D'accord. Merci. Peut-être faut que je mette le micro. Ouais. Le micro un petit peu ici. Voilà. Alors, j'essaye de comprendre, Monsieur Magnin, votre approche, votre façon de vous positionner par rapport à l'émergence. Et là, disons, en ayant reçu d'abord votre texte, celui que le public a aussi reçu, j'ai eu une autre compréhension de celle qu'il m'a semblé entendre dans votre exposé. Donc, mais c'est peut-être dû au fait que vous avez parlé en second. Et c'est-à-dire que dans votre texte, ici que vous commencez, vous réagissez déjà, en fait, à ce qu'a dit M. Dubochet. Alors, je ne sais pas si vous aviez parlé en premier, si vous auriez dit les choses de la même façon. Parce que ce qu'il me semble, dans un premier temps, en lisant ce texte ici, c'est que vous êtes assez critique avec la notion d'émergence, vous ne l'acceptez pas tellement, et puis qu'à la place, vous mettez en valeur l'idée d'un saut. Vous utilisez le mot saut dans votre texte, d'ailleurs. Je ne le retrouve pas immédiatement maintenant, mais oui. Il y figure. Oui. Donc, vous... Oui, mais c'est pour... Voilà, ben justement. Alors, c'est pour autre chose. C'est pour autre chose, d'accord. Il me semble que le saut, vous l'utilisez dans deux cas. Vous dites qu'il y a un saut, ou bien en tout cas une différence de nature entre l'être humain et l'animal, et pas seulement une différence de degré. Et puis, vous dites aussi qu'il y a un saut entre la religion naturelle, qui pourrait être déduite de la pensée philosophique ou scientifique, et puis la religion révélée. Donc là, j'ai une première impression, c'est que vous avez une espèce d'opposition assez dure vis-à-vis de la notion d'émergence. Elle ne suffit pas pour rendre compte justement du saut qu'il y a entre... enfin, que la science ne peut pas expliquer la religion de façon linéaire ou continue. Ça, c'est une première écoute. Et puis ensuite, en écoutant votre exposé, j'étais un peu perturbé parce que je me disais, mais ça joue plus. Ce n'est pas ce que vous dites. Dans votre exposé, si j'ai bien compris, vous dites que l'émergence est une notion tout à fait pertinente, mais pour autant qu'on la comprenne à deux niveaux. Mais il s'agit chaque fois du concept d'émergence, mais que celui-ci comprend, comment dire, deux volets ou deux approches de la même chose qui sont distinctes l'une de l'autre et complémentaires et nécessaires. Et donc à ce moment-là, votre critique, c'est que M. Dubochet n'en prendrait qu'une, à savoir la partie descriptive de l'émergence. Il utilise le concept d'émergence comme étant la description des transformations évolutives qui mènent progressivement des choses matérielles jusqu'aux choses spirituelles. D'accord ? Et vous, il me semble, mais vous me direz laquelle des deux est, voilà, il me semble que vous dites, en plus, il faut une lecture métaphysique de l'émergence qui dit que pour qu'on puisse vraiment expliquer cette émergence, le passage du biologique à la transcendance, dans le sens où vous l'utilisez, vous, M. Dubochet, pour qu'on puisse expliquer ça, il faut ce que vous appelez le fond des choses qui échappent. Et ça, c'est pas scientifique, ça, c'est, pour moi, c'est quand même une pseudo-confession de foi, même vous dites, en tout cas, c'est pas Dieu, hein, surtout pas, mais moi, j'ai quand même l'impression que c'est lui, mais ça, c'est entre nous. Le public n'a pas entendu. Le public n'a pas entendu. Voilà. Bon. Ok, donc je vois un peu, ça c'est ma première question en fait. Laquelle des deux versions de l'émergence, enfin, est-ce que vous êtes plutôt critique vis-à-vis de l'émergence ou est-ce que vous l'acceptez mais à condition qu'on lui donne deux niveaux? Et puis maintenant, j'ai à partir de ça une question à vous poser, parce que vous semblez dire que la description scientifique telle que l'a fait M. Dubochet, elle manque quelque chose. Mais moi, même en tant que théologien, j'ai envie de prendre la position du scientifique et de dire, mais est-ce que c'est pas à la position théologique qu'il manque aussi quelque chose? Parce que si on écoute bien les deux exposés, M. Dubochet, il nous a expliqué d'une façon extrêmement claire comment la religion vient, même si on peut contester le fait que le collectif n'est pas toujours bien et puis l'individuel mal, il a quand même expliqué que c'est parce que des êtres libres auraient surdimensionné leur autonomie et qu'ils se seraient autodétruits, qu'il y a eu un mécanisme génétique
qui a créé un espèce de système contre-réactif de l'hyper-liberté de l'individu pour le contrôler afin que les communautés soient maintenues. Et ce système, il privilégie le collectif sur l'individuel et le long terme sur le court terme, et il s'appelle transcendance, mais pas au sens transcendant, au sens matériel. Et ce système, ce n'est rien d'autre que la source de la religion. Donc il a clairement donné une explication du phénomène. Tandis que, je m'excuse de dire, mais le théologien, il dit quoi ? Il dit, en fait, ce que vous nous dites, c'est que Teilhard dit que la biologie évolue vers l'esprit, mais qu'il faut le croire. Mais il n'y a aucune explication, c'est à prendre ou à laisser. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une faiblesse, si j'ose dire, je m'exprime en tant que théologien, est-ce qu'il n'y a pas une faiblesse du théologique vis-à-vis du scientifique? Et c'est pour ça que moi, je l'avoue, séduit par la biologie, mais au départ, dans ma vie, j'ai toujours voulu étudier la biologie. Je ne sais pas pourquoi j'ai étudié la théologie. Vraiment, Psychanalyste. C'est arrivé, mais voilà. Donc Psychanalyste. Psychanalyste. Ah ben, alors ça sera après. Vous êtes d'accord? Je passerai au cabinet. Donc, non, mais qu'est-ce que je disais? Maintenant, j'ai perdu le fil. Il lui manque quelques... Oui. C'est-à-dire, il me semble que la force du scientifique, c'est qu'il donne une explication que l'on peut bien comprendre à l'origine des phénomènes. Puis il traite la religion comme un phénomène. Or, vous, en tant que théologien, vous faites plus du tout ça. C'est comme si vous nous disiez, il faut croire. Parce que, ah oui, peut-être vous nous dites quand même, la science ne suffit pas parce qu'elle n'explique pas l'origine de l'émergence. Voilà. Elle la décrit seulement, mais elle ne dit pas pourquoi il y a une émergence. C'est ce que j'ai compris que vous avez donné comme argument. C'est que la science, elle dit que ça émerge, mais elle ne nous dit pas comment c'est possible que ça émerge. Si j'ai bien compris. Ça, c'est une question. Voilà, est-ce que j'ai épuisé mon temps? Ah, c'est bon. Ouais. Sinon, j'avais encore une question. Mais là, Pour après. Alors, Thierry. Oui, alors bien sûr que j'ai rien contre l'émergence. Non, c'est la deuxième interprétation. Okay. Alors après un résumé, qu'est-ce que vous voulez, hein, fait comme on peut dans un résumé. Mais non, moi je me situe tout à fait. Alors je travaillais ça en plus dans les systèmes complexes en physique, donc je vois bien que c'est particulièrement intéressant. Ce que j'ai cité, notamment la citation de Ladrière, hein, elle montre justement que dans toute émergence, et en particulier quand on considère le tout, il faut considérer les limites du tout, et ça justement, on voit bien qu'on n'arrive jamais à avoir les limites du tout, et en particulier quand le tout est le cosmos, on s'en doute. Hein. Donc c'est ça la grande question, c'est que il y a des conditions que l'émergence, au sens scientifique du terme, ne prend pas en compte, parce qu'elle ne peut pas prendre en compte les limites du tout. Hein. Et d'ailleurs, quand vous faites une simulation numérique de l'évolution d'un système complexe, vous êtes obligé de fixer, par exemple, les contours géographiques de la zone que vous analysez. Et donc, vous introduisez une contrainte a priori qui est justement la limite du tout. Hein. Et donc, il y a déjà dans le concept d'émergence une limite, mais il est intéressant dans un cadre descriptif, mais il ne nous permet pas de travailler en termes de causalité. Hein. On ne détermine pas les causes dans l'émergence, on détermine un cadre descriptif de l'évolution, ce qui est déjà pas mal d'ailleurs. Hein. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, en effet, le manque, mais attention, le manque, il faut bien comprendre le manque. C'est pas, je ne veux pas dire que le manque du biologiste, c'est la théologie. C'est pas ça du tout que je dis. Hein. Mais le réel en soi, c'est ce que souvent on entend, y compris chez le scientifique. Le réel, quand il prend conscience que le réel en soi lui échappe, il prend aussi conscience qu'il n'y a pas de réel. Il n'y a pas un dédoublement de réel. Autrement dit, ce fond des choses, il en voit la trace, si vous voulez, mais il le voit pas lui-même. Il est passionné par ce fond des choses, parce que s'il n'y a pas de fond des choses, tout est illusion. Alors, on peut avoir en effet des positions où tout est illusion, oui. Mais si tout n'est pas illusion, si vous avez une position réaliste, vous êtes intéressé par le fond des choses, mais il vous échappe. Et c'est ça que j'étais en train de dire, c'est que pour moi, c'est un lieu de dialogue, justement, pour reprendre ce que vous disiez dans les descriptions de Yann Barbour, un lieu de dialogue où
il ne s'agit pas de compenser le manque du physicien ou du scientifique par l'apport du théologien, pas du tout. Et d'ailleurs, je vous ai dit que le théologien, lui aussi, vivait ce propre manque. Hein. Mais justement... c'est pas ça que je disais. Non. Oui, mais justement, alors vous pouvez toujours dire, le fond des choses, j'en ai pas besoin. De fait, pour être opérationnel dans la vie de tous les jours, j'ai pas besoin de me poser cette question-là. C'est vrai. Mais si vous vous posez des questions un peu existentielles, le fond des choses vous intéresse quand même. Hein. Et vous voyez, moi qui ai travaillé pendant une 30aine d'années avec le physicien Bernard d'Espagna, qui est l'inventeur du mot, si on peut dire, réel voilé. Hein. Et bien justement, on lui disait, mais vous vous rendez compte, s'il n'y a pas de réel dans mes relations, rien ne tient, voilà, rien ne tient. Et en même temps, reconnaissant avec Kant, si vous voulez, hein, que ce fond du fond des choses lui échappe. Hein. Et alors, attention, quand ce fond du fond des choses lui échappe, ce n'est pas une défaite de la raison, c'est ça qui est très intéressant. C'est au contraire une condition de progression de la raison qui ne se saisit pas du réel, hein, parce que toujours il lui échappe, mais qui lui donne des possibilités de continuer, d'essayer de comprendre, alors que, et ça c'est très intéressant dans l'histoire de la physique quantique, hein, par exemple, alors que justement, butant sur des contradictions, eh bien, le fait d'approfondir les contradictions a fait découvrir, dans certains cas, que le contraire d'une vérité profonde pouvait être une autre vérité profonde, et que c'est dans le jeu de cette complémentarité que, petit à petit, le réel se laisse saisir sans jamais être définitivement compris. Et ça, cette attitude-là, elle me semble être une attitude très propice au dialogue, c'est ça, c'est ce sur quoi j'ai voulu insister. Teilhard l'a fait. Alors, j'aurais pas dû répondre à votre demande parce que présenter Teilhard en 10 minutes, ça c'est une gageure. Donc, allez lire Teilhard, ou bien je peux vous donner des bouquins que j'ai écrits sur Teilhard, mais c'est une gageure. Teilhard, c'est justement, à mon avis, hein, c'est une façon de parler. C'est le fait même de l'évolution qu'il a saisi. Il l'a vu dans son domaine scientifique. Il y a d'ailleurs apporté des contributions lui-même, hein, importantes, notamment avec le synanthrope. Bon. Et d'ailleurs, plus on l'exilait en Asie, plus il trouvait des choses là-dessus. Hein. Mais pour lui, il y a vu cette alliance, interpénétration entre la matière et le psychisme, pour reprendre les deux premières catégories de Zendel. Hein. Et c'est ça qu'il a travaillé. Et sa synthèse, qui n'est pas un concordisme, hein. Ça, ce qui est une proposition de synthèse, justement, elle part de ce fait évolutif, de cette dynamique évolutive, et elle resitue les grands textes de la tradition de Jean et de Paul, hein, sur le Christ cosmique en particulier, dans une lecture à partir de l'idée d'évolution. Autrement dit, l'évolution a été pour lui aussi un lieu de dialogue, et il en a produit une synthèse, mais, comment dirais-je, il ne fait pas jouer, et c'est ça qui est aussi très important, vous voyez, tout à l'heure quand on disait, mais vous le savez bien, l'articulation entre création et évolution est très importante. Or, très souvent, on va chercher justement un Dieu explication, un phénomène d'évolution biologique, et là c'est la catastrophe, et c'est là qu'on se voilà, si je fais de Dieu une explication, c'est autre chose en effet que d'en faire une source. Alors pour reprendre votre boutade, et je suis assez d'accord, je ne mets pas Dieu dans le fond des choses, je le mets dans le fond des choses. Merci beaucoup.